Dimanche 15 juillet 2018, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres de ce 13h. Demain démarre la phase écrite de l'examen du baccalauréat. Plus de 100 000 candidats sont attendus dans les centres de composition. Le ministre Marie-Odile Atanasso a adressé un message aux acteurs impliqués. La réforme du code électoral, on en parle dans ce journal. Au détour d'une rencontre avec la presse, la plateforme des organisations de la société civile dit non à un allongement du mandat des députés. Inondations à Cotonou et dans certaines grandes villes du Bénin. Le gouvernement passe à l'offensive. Des dispositions sont prises pour contrer le phénomène. Ils sont 106 499 candidats, dont 35 789 filles qui affrontent dès demain les épreuves écrites du baccalauréat 2018. À la veille de la session unique de cet examen académique, le ministre de l'Enseignement supérieur a prodigué des conseils non seulement aux acteurs impliqués dans l'organisation, mais surtout aux candidats en lice pour décrocher leur premier diplôme universitaire. Marie-Odile Atanasso est au micro de Patrick Ayadji et d'Alexis Quenob. Chers compatriotes, chers candidats, chères candidates, après plusieurs mois de préparation, nous voici à la veille de l'examen du baccalauréat de l'année 2018. Cette année a vu la création de nouveaux centres dans les communes de Boukoumbe et de Tori, où d'ailleurs mon collègue de l'enseignement secondaire et moi procéderont au lancement officiel des épreuves demain à Tori, à Guaco. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter tous les 588 chefs et superviseurs de centres de composition, les 7 718 surveillantes des 147 centres de composition, les 6 888 correcteurs, contrôleurs et présidents de commissions de correction, les forces de sécurité publique et tous ceux qui, à divers niveaux, sont impliqués dans l'organisation de cet examen à accomplir leur travail de manière rigoureuse, dans le strict respect des règles de leurs missions respectives. C'est aussi le lieu de sensibiliser les parents des candidats et candidates sur leurs responsabilités dans la constitution du kit d'examen de leur enfant, où doivent se trouver la convocation, une pièce d'identité et diverses fournitures nécessaires. Chers candidats, chères candidates, à la veille de cet important examen, pour notre système éducatif et pour votre avenir professionnel, c'est à vous que je réserve les derniers mots de cette tribune de sensibilisation à la synergie de nos actions pour le baccalauréat 2018 réussi. Je voudrais surtout vous rappeler que l'examen du baccalauréat n'est pas un concours, mais une évaluation d'étape qui conduit à une conclusion réussie des études secondaires et vous ouvre les portes des études supérieures dans les universités publiques et privées. C'est maintenant à partir de demain, par la concentration sur les exigences de chacune des épreuves qui sont à votre portée, que vous donnerez un tournant décisif à votre vie. J'emprunterai une image à cette période de la Coupe du Monde pour vous dire: la balle est maintenant dans votre camp. Bon vent et plein succès à tous et à toutes. Bonne chance à tous les candidats. Vous le savez sans doute, avec la dernière notation de l'agence américaine Standard & Poor's, le Bénin a obtenu une note de B+, de grandes avancées donc pour le pays qui en 2011 avait obtenu la note de B-. C'est une évaluation qui permet au marché financier d'avoir un indicateur de la vitalité d'une économie nationale. Pourquoi faut-il se réjouir de la récente note obtenue par le Bénin? Jean-Claude Gollou, directeur général de Coris Banque Internationale Bénin, nous en donne des explications au micro de Lénaï Kagbazaou et d'Alexis Quenob. La note B+, en soi-même, pour un pays de l'Afrique subsaharienne, peut être considérée comme étant une bonne note. Parce que les autres pays en général, quand on prend l'Afrique du Sud, les pays du Maghreb, les pays de l'Amérique latine, les pays de l'Europe de l'Est, la note minimale est en général de triple B.
Mais une note de B+ peut être considérée comme étant une bonne note, surtout lorsqu'on la compare à la note que le Bénin avait obtenue il y a environ 7 ans, donc en 2011. C'est une marque de confiance donc, de S&P dans les réformes que le gouvernement essaye de mettre en place, que le Bénin essaie de conduire. C'est une marque de confiance dans le leadership qui est exercé au niveau du pays. S&P, en fait, encourage de cette manière-là l'État à continuer ces réformes parce qu'elle pense, cette agence de notation, que ces réformes vont avoir des impacts positifs sur notre économie. Pour un banquier que je suis, lorsqu'un pays améliore donc sa note au plan international, il envoie un signal au marché financier international en indiquant qu'il est ambitieux, qu'il a envie donc, de réaliser des projets importants parce qu'il ne va pas sur le marché financier qui veut. Il faut avoir fait des efforts, il faut être sûr de ce que... Parce que c'est un coût lorsque vous allez sur le marché financier, lorsque vous tentez d'avoir une notation. Donc c'est un coût. Donc en allant sur le marché, vous indiquez justement aux bailleurs de fonds que vous avez un projet ambitieux, vous avez des projets ambitieux. Vous indiquez que vous avez la capacité donc, de mener à bon port vos projets. Donc ça devrait normalement rassurer les marchés financiers qui vont tarifer une prime de risque un peu plus faible aux ressources que nous allons lever sur le marché, plutôt que de nous appliquer certainement une prime de risque un peu plus forte si nous maintenions une note de B-, comme nous l'avions fait en 2011. Les jeunes du littoral partagent la vision du nouveau départ. Ils sont alignés derrière le parti Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision afin d'accompagner le programme d'action du gouvernement. À la faveur d'une rencontre hier, ces jeunes ont exprimé publiquement leur engagement. Jean-Claude James et Jules Akwaikou pour les précisions. Dans le nouveau départ, il s'engage à porter la voix des jeunes du littoral. Et c'est à juste titre que les ambitions de ce mouvement intéressent les participants à cette conférence départementale du Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision RBNV. On s'est dit qu'il urge qu'on réunisse les jeunes qui sont dans les coins et recoins du littoral à un objectif commun. Leur expliquer en fait les opportunités qui sont dans le PAG qui les concernent. Leur expliquer en fait leur intérêt à accompagner le pouvoir en place, c'est-à-dire l'exécutif, et leur démontrer aussi qu'ils peuvent contribuer à ce que le PAG soit une réalité. Une communication sur le thème « La jeunesse face aux défis du programme d'action du gouvernement PAG et le militantisme » a été au cœur de cette rencontre. À la suite de cette communication, le président du RBNV est revenu sur quelques interrogations essentielles relatives à la jeunesse. Il est vrai, d'aucuns d'entre vous, nous n'allons pas faire de langue de bois, diront qu'il y a la rupture, il y a la conjoncture. Les temps sont durs, diront d'autres. N'est-ce pas? Les temps ne sont pas durs parce que, vous savez, tout ce qui va être fait de bien dans la vie passe toujours par un minimum de difficultés. Sur la base d'éléments tirés du PAG, Auguste Videgla rassure alors l'assistance. L'emploi des jeunes est au cœur des ambitions, du programme et de la préoccupation permanente du chef de l'État. 500 000 emplois seront créés, d'aucuns diront que ce n'est pas évident. Mais la machine est en marche et très bientôt, ce sera une réalité. Je vous demande, vous jeunes leaders, de vous lever. Ne plus penser que l'administration publique est le seul apanage de l'emploi. Il faut aussi explorer les pistes de l'auto-emploi. Aux femmes, je dirais l'autonomisation des femmes passe d'abord par la rédaction des projets. En résumé, j'ai voulu que mon allocution puisse être pour vous plutôt une boussole parce que vous vous engagez derrière le nouveau départ.
Le nouveau départ qui est porteur d'un grand espoir pour notre pays. Les réformes sont terminées et vous allez voir à partir d'ici la fin de l'année les grandes enjambées et les grands envols dans tous les secteurs que connaîtra notre pays. Pour le bureau mis en place, la mission est désormais claire, rallier tous les jeunes à la vision du nouveau départ. La chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie a abrité une journée de réflexion sur la réforme du code électoral au Bénin. Plusieurs experts des questions électorales se sont retrouvés pour mener des réflexions sur l'apport de l'Association africaine des professionnels du management des élections. Blaise Adankbo, Simon Villon. Réformer le code électoral pour le futur, c'est ce thème qui est sujet de réflexion à cette journée. Elle est initiée par l'Africa Élections, Association africaine des professionnels du management des élections. À travers ce forum de discussion, elle veut apporter sa touche au nouveau code électoral. Et nous, en tant qu'administrateurs des élections, spécialistes en management des élections, nous savons que depuis l'usage, la mise en œuvre du nouveau code de 2013, beaucoup d'autres problèmes sont apparus, au point qu'il était question quand même de revoir certains aspects de ce code et de les corriger au fur et à mesure que le Parlement s'en rend compte. Donc, c'était heureux que le Parlement se soit rendu compte qu'il fallait relire ce code. Et nous, en tant que spécialistes de la question, on s'est dit que c'est l'occasion de mener la réflexion et surtout de faire des propositions qui pourraient inspirer les députés. Le sujet qui nous convoque ce matin, c'est-à-dire réformer le code électoral pour le futur, est d'une actualité qui n'est plus à démontrer. Au vu des prochaines élections qui s'annoncent et qui font couler beaucoup d'encre et de salive. 8, c'est le nombre de communications qui vont meubler les échanges. L'une porte sur la question de la représentativité des femmes. Au lieu de mettre un organe politique au milieu et qui suscite crainte et appréhension, suspicion, c'est mieux donc de confier directement la gestion de la liste à l'ANT qui est placée sous l'autorité d'une Sénat. Nous avons estimé que la LEPI serait mieux à sa place à la Sénat qu'avec un CPS ou un co-CEPI. La 4e communication se déroule autour des enjeux de la gestion de la liste électorale par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Nous avons proposé de façon concrète que chaque liste de candidature qui doit être soumise contienne de façon alternée le positionnement d'hommes et de femmes. C'est pour nous la meilleure manière d'assurer l'égalité entre l'homme et la femme telle que l'article 26 de la Constitution l'a indiqué. Une déclaration finale est attendue. Elle sera remise aux députés pour une meilleure révision de l'ancien code électoral. Les organisations de la société civile s'opposent à l'allongement du mandat des députés. En lieu et place, elles souhaitent que l'on maintienne les 4 ans. Elles l'ont fait savoir ce jeudi à l'occasion d'une conférence de presse tenue à Cotonou. Rebecca Kenyaoundé et Daniel Ada. 4 ans et non 5. Les acteurs de la société civile s'opposent à l'allongement ou à l'alignement du mandat des députés sur celui du président de la République. Leur argumentaire est simple. La plateforme se prononce contre l'allongement à 5 ans du mandat législatif dans le but de l'aligner sur le mandat présidentiel. Ce serait dénaturer le dispositif démocratique et électoral hérité de la conférence des forces vives de la nation et qui permet au peuple de guider la gouvernance présidentielle à travers des législatives en cours de mandat présidentiel en aboutissant à une majorité parlementaire favorable ou non au président de la République. Recommande de maintenir la tenue de l'élection présidentielle et le mandat présidentiel tel quel actuellement dans le dispositif électoral béninois. Propose, s'il doit y avoir nécessairement groupage d'élections, de réduire le mandat des élus communaux et locaux à 4 ans, de manière à organiser leurs élections avec les législatives la même année, avec quelques mois d'écart. Les questions du quitus fiscal, de la suppression du COS-LEPI et du seuil électoral pour l'attribution des sièges sont aussi passées au peigne fin. Quant à la condition de résidence ininterrompue pendant 1 an au moins, la plateforme avertit. La plateforme attire l'attention
sur le fait que des lois électorales excluantes sont les premières sources de violence et recommande en conséquence de maintenir le statu quo existant dans l'actuel code électoral. Sur l'exigence du quitus fiscal, la plateforme est en accord avec l'exigence d'une citoyenneté exemplaire et promeut toutes les dispositions qui exigent que tout citoyen soit en règle avec le fisc dans notre pays. L'autre grosse question abordée est relative à la représentativité des femmes au Parlement. La plateforme encourage et soutient cette volonté des députés de promouvoir la gente féminine. Les députés des forces Cori pour un Bénin émergent étaient face à la presse à Cotonou. Valentin Dienotin et Noureni Achadé sont revenus sur le dossier de la révision de la Constitution. À en croire ces deux élus du peuple, les députés de la minorité ne sont pas des ennemis du peuple. L'option de la voie référendaire est la meilleure, ont-ils clamé. Je vous invite à suivre leurs propos recueillis par Daniel Ada et Ricardo Loïc-Bekou. Nous sommes de l'opposition. Nous sommes en droit d'être méfiants vis-à-vis de tout ce qui vient de nos collègues de la mouvance. Le président Abimbola, effectivement, nous a reçus et nous a dit que c'est lui, le coordonnateur du BMP, et à ce titre, c'est lui qui devait négocier avec nous. Au même moment, nous avons été reçus par le président de l'Assemblée. Nous avons été reçus par le président Amoussou Bruno. Nous avons eu de très bonnes négociations avec lui, de bonnes discussions avec lui. Le président de l'Assemblée également. En les envoyant devant le peuple, nous n'étions pas bêtes. Nous savions très bien que c'est le peuple qui est souverain. Nous ne sommes que les représentants du peuple. Et ce qui pourrait paraître bizarre, pour une première fois, nous avons dit que c'est un projet de loi, la première révision, la révision d'avril 2017. Ça n'a pas prospéré. On est maintenant passé par les députés, nous savons bien que c'est toujours le gouvernement qui est derrière, mais on l'a appelé proposition. Donc cette fois-ci, ce sont les députés, certains députés, qui ont fait une proposition. Ça ne passe pas. À ce jour, il n'existe aucune loi référendaire. Ce que nous avons rejeté, ou la loi qui a eu 3/4 de vote à l'Assemblée nationale, c'est la proposition de loi sur l'amendement à la révision de la Constitution. Et lorsque vous lisez la loi, les conditions de recours au référendum, c'est bien dit que sur la loi, on doit mettre la mention loi référendaire. Donc on n'a pas encore la loi référendaire sur les amendements à la Constitution. Rencontre entre le préfet Modeste Toboula et une délégation de l'Union islamique du Bénin. L'autorité préfectorale a voulu échanger avec les membres de l'Union afin de trouver un site aux fidèles musulmans de la mosquée de Kadiaoun qui prient à la plage. L'espace est désormais interdit d'occupation. Blaise Adankbo et Jules Akoikou. Quelques jours après sa descente sur la route des pêches, le préfet Modeste Toboula reçoit dans ses locaux une délégation de l'Union islamique du Bénin. Au cœur des échanges, le choix d'un autre cadre pour abriter la prière des fidèles musulmans de la mosquée de Kadiaoun. Depuis peu, les prières se déroulent sur un espace balnéaire déclaré d'utilité publique. Tout ce qui nous amène maintenant à la plage régulièrement, c'est parce que notre mosquée n'est pas encore construite. Si la mosquée est construite, on peut faire Idi n'importe où. C'est une zone déclarée d'utilité publique. Et face à l'utilité publique, toute forme d'autorisation administrative tombe. Nous avons expliqué à l'imam que nous sommes dans ce registre-là. Les explications de l'autorité sont bien comprises par la délégation. Nous avons eu des papiers qui nous encourageaient à aller de l'avant, mais on a compris que ces papiers ne valent rien. Quand on parle d'utilité publique, c'est que même si vous achetez votre maison avec des milliards et la route passe par là, on vous déguerpit de là, on vous met ailleurs. Après plus de 2 heures d'échange, les deux parties en sont venues à certains points de compréhension. Nous nous sommes compris avec le préfet que c'est le dialogue qui doit l'emporter. Avant tout acte, il faut d'abord se consulter, se concerter et avoir le dialogue. Et je sors d'ici satisfait parce que nous nous sommes compris. Nous avons convenu d'un délai au bout duquel nous allons travailler ensemble pour rechercher un autre site de prière en attendant la construction, la finition de la construction de la mosquée de Kadiaoun qui est en instance. Et nous avons convenu qu'on peut continuer par prier là,
jusqu'au 31 août. Avant cette date, une autre rencontre est prévue entre le préfet du littoral et l'Union islamique du Bénin, le 23 juillet prochain. Nous traversons actuellement une saison pluvieuse qui engendre par endroits des inondations, notamment à Cotonou et dans d'autres grandes villes du Bénin. Qu'est-ce qui est prévu par le gouvernement béninois pour contrer le phénomène? Élément de réponse avec le directeur adjoint de cabinet du ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Il est au micro de Lenaï Kagbazaou et de Gérard Zovem. L'identification que nous avons faite des zones critiques va consister en 3 grandes actions. La première, c'est rétablir les grandes voies de circulation qui sont affectées par la saison des pluies pour permettre aux populations d'entrer et de sortir des quartiers. Donc, rechargement, reprofilage et rétablissement des circulations. Le deuxième axe d'intervention, c'est de pouvoir retirer l'eau dans les zones inondées. Donc, les actions de pompage avec tout ce qui est motopompe, engin lourd destiné à cela. Et troisième axe qui est complémentaire au second, c'est de pouvoir dégager les couloirs d'écoulement des eaux, libérer les bas-fonds pour fluidifier la circulation des eaux. Mais il est important de dire que ça, ce sont les mesures d'urgence qui ont été identifiées, mais qui s'adossent à un programme beaucoup plus ambitieux, un projet phare, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, qui va permettre de régler définitivement la question des inondations à Cotonou. Donc, ce projet phare a fait l'objet de la table ronde des bailleurs de fonds qui ont confirmé leur engagement pour un montant de 225 milliards de francs CFA. Quand je parle des bailleurs de fonds, il s'agit de la BOAD, de la BAD, de la BID, de l'Agence française de développement, de la Banque mondiale et de la Banque européenne d'investissement, qui donc soutiennent l'État qui lui-même a investi dans les études de ce programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Il y a un dispositif de surveillance et d'intervention d'urgence qui est en place, qui est opérationnel, et il y a un programme d'intervention massif qui va consister en la construction d'environ 64 km de collecteurs, en l'aménagement de bassins de rétention pour drainer les eaux en combinaison avec le projet asphaltage. Dans tous les départements concernés, il y a une plateforme coordonnée par le préfet qui associe l'ensemble des acteurs pour gérer les risques de catastrophes qui sont évidemment spécifiques à chaque département. Direction la cité des Kobourou et les premières pluies font déjà des dégâts importants. Les axes routiers sont dans un état de dégradation avancée. Ce phénomène cyclique est souvent source d'insécurité dans les zones reculées de la ville. Banikani, le plus grand quartier du 2e arrondissement, en est un exemple. Suivez le constat de Mohamed Bogo Salifou et de Nestor Sela. Circulation pénible. Nous sommes à Banikani Arafat, un quartier périphérique mais populaire du 2e arrondissement de Parakou. Malgré ce pont de fortune érigé par les riverains, le calvaire demeure le quotidien des usagers. On n'arrive même pas à passer, surtout que nous sommes dans une saison pluvieuse. Et vraiment, c'est du scandale, ça ne va pas. La voie, c'est tellement gâté. Si la pluie vient là, tout vient au marigot quoi. Ça sent mauvais. Il n'est qu'à pardonner. Les années passent, mais le calvaire des populations ne fait que galoper, surtout en période de pluie. Dans leur coup de gueule, les riverains imputent la responsabilité aux autorités locales et municipales. On demande l'aide du CA et le maire de venir nous faire le pont là. Le CA du 2e arrondissement. C'est lui qui appartient à ce quartier. Et les motos n'arrivent même pas à passer. Même les piétons, c'est dommage. Si l'autorité peut intervenir, ça nous fera plaisir. Parce qu'on se pose la question, il n'y a pas les autorités dans la ville. Une grande ville comme Parakou comme ça. Nous aussi, nous faisons partie de Parakou. Parce que de surcroît, nous sommes dans le 2e arrondissement. Parfois, ça nous amène à penser, à se demander ou bien nous ne sommes pas de Parakou. En attendant la réponse des autorités municipales, les usagers, quant à eux, continuent de vivre les arbres de ces voies impraticables.
La Fondation Etisalat soutient le monde scolaire de la Takora et de la Donga par l'offre d'une centaine de lave-mains. C'est un don d'une valeur de plus de 8 millions de francs CFA. La remise officielle des lave-mains a eu lieu dans l'enceinte du ministère de l'enseignement maternel et primaire en présence du directeur de cabinet. Emilienne Fayomi et Brice Ngbo pour le reportage. L'unité focale de lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles du MAMP, soutenue financièrement par la Fondation Etisalat, vient de mettre à la disposition de 36 communes frontalières de la Donga et de l'Atakora 100 dispositifs lave-mains. C'est un geste de haute portée sanitaire qui cadre avec le thème de la Fondation Sauvons les vies. Initiative louable de Madame Nata Espérance à l'endroit des écoles primaires de ces localités. Réussir à travers l'entreprise Ashicad BTP à faire ces dispositifs qui, pour la première fois au Bénin, ont été faits en matériaux définitifs. C'est du fer, que ce soit les bassins qui vont accueillir l'eau ou le dispositif à placer, à fixer devant les classes. Le soutien de la Fondation intervient pour soutenir ces frontières qui ont été victimes de la fièvre Lassa il y a quelques mois. Comment en effet rester insensible lorsqu'on sait que le simple geste de se laver les mains peut sauver un enfant des maladies? En collaboration avec l'équipe de l'unité focale de lutte contre le sida, nous avons pensé avec beaucoup d'amour et réalisé ce dispositif pratique et solide qui permettra aux enfants d'apprendre des notions élémentaires en matière d'hygiène et les protégera des maladies infectieuses. C'est avec un sentiment de satisfaction et de reconnaissance que le directeur de cabinet a réceptionné ces dispositifs en matériaux définitifs dont l'utilisation sauvera ces âmes innocentes des maladies infectieuses. Ces dispositifs permettront à nos apprenants d'assurer l'hygiène permanente de leurs mains après toute activité dans l'enceinte des écoles bénéficiaires. Endiguer la propagation des fièvres hémorragiques à virus Ebola et Lassa est d'autant plus prioritaire dans la mesure où elle contribue à l'amélioration de l'offre éducative. La remise officielle de 100 dispositifs de lavage des mains en matériaux définitifs par la Fondation Etisalat Bénin SA est salutaire et mérite des encouragements de la nation tout entière. Voilà qui met un thème à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien et très bon dimanche à vous tous. Plus de 2 heures pour rapporter quelques provisions distribuées par l'aide humanitaire internationale. Chaque famille recevait pour 2 semaines 2 litres d'huile, un peu de haricots,